Monsieur le Président, Messieurs les jurés, je tiens dans un premier temps à remercier l'avocat général, Loïc Van den Ende, pour ce sanglant réquisitoire. Car oui, messieurs les jurés, les mots peuvent dans certains cas revêtir un caractère tout aussi sanglant que le meurtre dont a été victime Monsieur Guy Robert. Je vous demande, messieurs les jurés, de vous replonger un instant dans votre tendre enfance. Quelles sont les premières images qui vous viennent à l'esprit? En ce qui me concerne, les premiers souvenirs de mon enfance renvoient à ces promenades matinales, le long des côtes belges en plein mois de juillet, lorsque, tenant la main de ma mère, nous entendions religieusement les discours du paternel, nous rappelant à quel point il est nécessaire, pour l'avenir du genre humain, de s'aimer les uns les autres, de ne pas faire à son prochain ce qu'on ne voudrait pas subir soi-même. Ces souvenirs-là, mon client, le jeune Vitali Pavlochenko, ne les partage pas. Il est né dans un petit village de Crimée, le 25 octobre 1993. Ses parents étaient d'honnêtes paysans, aimants à l'égard de leurs enfants, malgré les difficultés financières auxquelles ils ont dû faire face. Au lendemain de la célébration du 10e anniversaire de Vitali, alors qu'il se promenait en voiture, au détour d'une ruelle mal éclairée, un conducteur ivre faucha la voiture de la famille Pavlochenko. Cet accident fut fatal. Vitali survit, mais le conducteur ne laissa aucune chance aux parents de Vitali. La tante de Vitali, honorable femme, l'a emmené avec elle en Belgique, où elle a élevé comme son propre fils, mais le séparant par la même occasion de ses deux frères et sa sœur, restés en Crimée. Commence alors son parcours scolaire à Bruxelles. Je vous demande, messieurs les jurés, de vous replonger à nouveau dans votre enfance, dans votre idylle enfance. Les balades à vélo avec papa et maman, les berceuses de maman facilitant la transition entre l'état conscient et la somnolence des bras de Morphée. Vitali, lui, est orphelin depuis l'âge de 10 ans. Son éducation fut reliée par sa tante, mais nul n'est sans savoir que personne, je dis bien personne, ne peut remplacer l'amour d'une mère. Alors, à côté de l'image harmonieuse et pacifique que l'on se fait de l'enfance, il existe une autre réalité, celle de la cour de récré. Peut-être que cela en fait sourire certains d'entre vous. Moi pas. Figurez-vous que jusqu'à l'âge de la puberté, j'étais ce qu'on appelle un enfant en surcharge pondérale, pour ne pas dire obèse. Je vous assure que je porte encore en moi, à l'heure d'aujourd'hui, les traces des moqueries de mes camarades de classe. Vitali, lui, a eu moins de chance que moi. Il est arrivé dans un pays qui n'est pas le sien, dont il ne connaît ni la langue, ni les codes sociaux. La conséquence, pour lui, a été catastrophique. Il était perçu par les autres enfants comme celui qui ne sait pas parler, le muet, le bizarre, l'étranger. Avec le temps, la marginalisation dont il a été victime s'est accentuée. Privé d'amour, privé de considération, privé d'assistance, privé d'existence, nul ne mérite de vivre une enfance telle que celle qu'a vécue Vitali Pavlochenko. D'aucuns me rétorqueraient peut-être que ces souffrances ne justifient aucunement la commission d'une infraction. Et pourtant, le dédain, le mépris, l'ignorance, l'indifférence sont autant de sentiments qui ont imprégné les comportements auxquels mon client a dû faire face durant toute son enfance. Autant de comportements, certes, non incriminés par le législateur, mais ayant des conséquences tout aussi terribles pour le vécu d'un individu. Il est en effet aisé de juger avec la plus grande sévérité ce jeune homme de 20 ans, en se drapant d'une vertu, au lieu d'être épreuve, comme vous incite à le faire, monsieur l'avocat général. Mais au fond, n'avons-nous pas tous une part de responsabilité dans ce drame? Chacun dans cette salle est un acteur de la société dans laquelle nous vivons. Et non, je ne vous parle pas d'acteurs économiques ayant un certain pouvoir d'achat, comme la société individualiste dans laquelle nous vivons nous amène à penser, non.
Je vous parle d'acteurs humains, à part entière, dont la somme de nous acteurs forme ce qu'on appelle la communauté humaine. Gardez ceci à l'esprit, messieurs les jurés. Il s'agit du jugement d'un être humain, d'un jeune être humain, qui a souffert. Où étions-nous lorsque Vitaly souffrait? Des jeunes Vitaly, vous savez, il y en a partout. Ces jeunes personnes qu'on ignore à longueur de journée, uniquement parce qu'ils sont différents de nous. Souvenez-vous de votre parcours scolaire. Ces jeunes personnes que nous prenions comme victimes, uniquement pour paraître intéressants aux yeux des camarades de classe. Et les autres, ceux qui nullement ne toléraient ces agissements persécuteurs, mais se muraient dans le silence. Le silence est d'or, mais parfois il est lâche, corrompu, coupable, complice de ce qu'il cache. Une seule main tendue vers Vitaly, un seul sourire aurait peut-être suffi à éviter le pire. Alors évidemment, nous n'allons pas poursuivre le conducteur qui a fauché les parents de Vitaly. Évidemment, nous n'allons pas poursuivre les camarades de classe de Vitaly qui n'ont jamais eu de considération pour lui, et pire encore, nous persécuter. Évidemment, chaque personne dans cette salle ne répondra pas du crime dont a accusé Vitaly. Ce serait violer le principe de la responsabilité pénale personnelle. Mais si seulement nous parlions d'un meurtre, d'un crime. De quel crime parle-t-on? Du meurtre d'Élie Robert pour faciliter le vol de sa bijouterie? Mais Vitaly n'a tué personne! Il ne nie aucunement avoir participé au fait principal, le vol des bijoux. Le vol. D'ailleurs, pouvons-nous l'en blâmer? Il avait besoin d'argent. Et non pour s'acheter la dernière Ferrari, monsieur l'avocat général, non. Non, messieurs les jurés, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus de vivre dans le confort que lui procurait sa tante, certes à nos yeux, à la limite de l'insalubrité, mais beaucoup plus confortable que la vie menée par ses deux frères et sa sœur, restés dans les crèves. Le relevé de la messagerie de Vitaly Pavlochenko nous apprend qu'il recevait de nombreux appels de son frère d'Ukraine, faisant état de la misère financière qu'ils éprouvent et de l'urgence d'envoyer au plus vite de l'argent. Voilà la raison du vol des bijoux. Ce soir, messieurs les jurés, vous aurez en effet la lourde tâche de juger du comportement d'un jeune homme de 20 ans. Et heureusement que la justice est ainsi faite. Heureusement qu'un jury populaire est institué en cour d'assises. Car contrairement à ce que l'avocat général affirme, lorsqu'on a à juger du comportement d'un individu, il est indispensable de prendre en compte la souffrance qu'il a vécue, la personnalité du dit individu, intrinsèquement liée aux faits qui vous sont soumis. Je vous rappelle que Vitaly Pavlochenko n'a pas d'antécédent judiciaire. Son casier judiciaire est strictement vierge. Et la première erreur qu'il commet dans ce lourd et douloureux parcours qu'a été sa vie lui vaudrait la réclusion criminelle à perpétuité. Mais dans quelle société vivons-nous? Qu'en est-il des caractéristiques d'une peine? Faisons-nous fi de la réhabilitation, de la réinsertion sociale? Vitaly arrêta donc ses études en 5e humanité, à la fois pour ne plus vivre le calvaire qu'il subissait de la part de ses camarades de classe, mais également et surtout pour trouver un emploi et subvenir aux besoins de sa famille. Emploi qu'il ne trouva jamais. Un soir de juillet, il fait la rencontre du Tchèque, présenté par l'un de ses amis. Le Tchèque et lui se fréquentent régulièrement, jusqu'au jour où le Tchèque lui propose l'occasion rêvée de se faire de l'argent rapidement. Quelle aubaine! Au bout de quelques semaines d'hésitation, semaines durant lesquelles Vitaly continue de recevoir les appels insistants de son grand frère, il marque son accord et prépare avec le Tchèque le vol de la bijouterie. Et oui, je vous parle bien du vol de la bijouterie. Car demander au jury si Vitaly est coupable de meurtre ayant facilité le vol est une aberration. C'est scandaleux. C'est le Tchèque qui a tué. C'est tout bonnement scandaleux. Et tout aussi scandaleux que la théorie juridique en vertu de laquelle il devrait être responsable de la circonstance aggravante de meurtre. Et oui, en droit positif belge, il existe une théorie, appelée la théorie de l'emprunt matériel de criminalité.
qui dans l'une de ses facettes rend les co-auteurs d'une infraction principale en l'espèce le vol, automatiquement responsable du chef des circonstances aggravantes réelles inhérentes à l'infraction, comme le meurtre de la victime en l'espèce. Mais trouvez-vous logique, normal, humain, juste qu'un individu qui participe à un vol de bijouterie soit condamné pour un meurtre commis par l'auteur principal, alors qu'il ne savait même pas que le Tchèque possédait une arme et qu'il comptait s'en servir? Quand bien même savait-il que le Tchèque possédait une arme? C'est au ministère public qu'il revient de le prouver. La condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l'homme saisit de la conformité de cette théorie. N'a-t-elle pas suffi à l'abandonner? Et nos cours et tribunaux voudraient nous faire croire que l'arrêt de condamnation de la Belgique ne toucherait qu'à certains aspects procéduraux des procès d'assises. Ce n'est du moins pas l'avis de l'éminent professeur Franklin Cutty, qui dénonce cette théorie. Dans un article publié en 2008 dans la revue de critique de jurisprudence belge, affirmant qu'il serait grand temps et qu'il serait fort heureux que la Belgique abandonne cette théorie au profit d'une responsabilité pénale personnelle à base de faute. Messieurs les jurés, rappelons que pour la Genèse, Franklin Cutty est substitut du procureur du roi également, source que monsieur l'avocat général, Leigh Van den Ent, ne saurait qu'approuver. Messieurs les jurés, ne soyez pas dupes, cette théorie juridique n'est que le maquillage politique d'une volonté bien précise. Il y a en effet un exercice bien difficile, voire impossible dans certains cas pour le ministère public, de prouver dans le chef du co-auteur l'intention, la volonté de résultat de participer à la circonstance aggravante de meurtre. Cela revient à sonder l'esprit de Vitali. Or, il n'existe à ma connaissance aucun instrument capable d'une telle prouesse. Mais le doute n'est-il pas censé profiter à l'accusé? Serions-nous passés du côté obscur? Le modèle américain a-t-il contaminé notre procédure au point que celle-ci soit devenue accusatoire? Je me le demande bien. Les rédacteurs du Code civil justifient cette théorie par le fait qu'un criminel qui participe à une activité criminelle assume tous les risques de cette activité. Il justifie cette théorie par la nécessité de combattre la criminalité organisée. Mais cette nécessité justifie-t-elle la violation du droit au procès équitable, la violation des droits de la défense, la nécessité de combattre la criminalité organisée? Justifie-t-elle la violation du principe de la responsabilité pénale personnelle? Vous savez, ce vieux principe, en vertu duquel nous ne répondons pénalement que des actes que nous avons personnellement commis. C'est ce même principe en vertu duquel personne dans cette salle ne peut être condamné pour le meurtre commis par le Tchèque. Il ne retient pas la circonstance aggravante de meurtre dans le chef de Vitali. Cela aurait pour conséquence que la justice, que vous condamneriez un individu pour un acte qu'il n'a pas commis. Cela aurait pour conséquence qu'un individu, le jeune Vitali ici présent, assume le comportement d'un autre individu, le Tchèque, qui lui, monsieur, lui,